La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce TVR BPGO Business Club. Nous sommes ici dans la magnifique rotonde du Palais du Grand Large à Saint-Malo pour célébrer le démarrage de cette 12e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Un invité exceptionnel dans un instant va venir nous rejoindre. Durant 55 minutes, nous allons avec lui parler de cette épreuve mythique, de voir comment ce skipper de renom a préparé cet événement majeur, voir également ce qu'il ressent alors que son bateau vient d'entrer dans les bassins de Saint-Malo il y a encore quelques minutes. C'est une grande fête qui se prépare et nous sommes très heureux de vous la relayer. Avec nous ce soir, les trois chroniqueurs du jour. Merci à vous, Maître Hélène Lodic-Baron, avocat, membre du Conseil national des barreaux, ancien bâtonnier du barreau de Rennes. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Maurice Bourrigaud, le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Et merci à vous, Jean-Marie Biette, directeur de publication de Voiles et Voiliers, qui a signé un nouveau roman, un nouveau polar. On en parlera en fin d'émission. Ça s'appelle Rhum amer. Merci également aux hautes autorités présentes sur ce plateau. Merci à vous, président Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne, mais également partenaire et propriétaire du port de Saint-Malo. Merci à vous, Jean-Claude Nelson. Vous êtes le vice-président de la région Guadeloupe, partenaire majeur exclusif de cette route du Rhum destination Guadeloupe. Vous êtes en charge des grands projets, notamment de cette route du Rhum, mais également la culture qui est si importante. Merci également Jean-Virgile Crans, vous êtes premier adjoint au maire de Saint-Malo. Merci d'être avec nous. Vous aurez l'occasion bien évidemment d'intervenir, de nous dire comment vous vivez cette 12e édition et de poser des questions vraiment à l'invité que je vais vous demander d'accueillir. Vainqueur du Vendée Globe en 2017, champion du monde IMOCA en 2008, il a remporté 3 solitaires du Figaro, ça force le respect, 2003, 2010, 2020. Il a remporté la Transat AG2R, il a remporté la Transat également anglaise, et puis c'est surtout un marin, je vous parlais de sa victoire du Vendée Globe, ça a été le seul à terminer 3 fois sur le podium. Je vous demande de vous accueillir, d'accueillir et de vous lever pour Armel Lequelh. Bonsoir Armel. Bonsoir. Skipper du Maxi Banque Populaire 11. On est très très heureux, Armel, de vous accueillir parce que vous nous faites toujours voyager et vos propos sont toujours importants pour bien comprendre, bien décrypter une épreuve comme la route du Rhum. Je le disais en préambule, il y a encore quelques minutes, ce mardi 25 octobre, vous êtes passé avec votre bateau, vous avez passé les écluses. C'est une grande première pour les ultimes, hein, et ça va donner un spectacle extraordinaire. La première question est toute simple. Comment s'est passé ce passage ? Parfaitement. Si je suis là, c'est que tout s'est bien passé. On est très heureux effectivement d'avoir la chance cette année de mettre nos ultimes dans les bassins de Saint-Malo. Ça va être un grand spectacle. Et finalement, pour le public, de voir encore plus près nos bateaux, nous, on est très heureux. Et puis, ça a été un passage délicat, bien sûr, préparé de longue date avec toutes les équipes du port de Saint-Malo, bien sûr, la direction de course. Et puis, je remercie encore les instances officielles, la région qui a aussi aidé financièrement pour que tout ça se déroule dans les meilleures conditions. Et on est très heureux. Ça s'est fait dans des bonnes conditions, avec pas trop de vent. Donc ça, c'était le cas. Et j'espère que quand on va sortir
vendredi, Ce à sera quelques pareil. jours du départ, ce sera la même chose. Alors, il y avait beaucoup de monde tout à l'heure. Des gradins ont été positionnés puisque Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, nous disait que d'importants travaux ont été effectués sur le port. Le fait d'avoir au plus près de vous déjà des spectateurs en entrant, ça vous met déjà dans cette magie du Rhum. La course a presque commencé. Ça y est, vous y êtes. Oui, ça y est, c'est parti, le compte à rebours est lancé, l'ambiance est là. Pour moi, ça y est, la route du Rhum, elle a démarré vraiment. On était avant à Lorient, on est parti hier soir en convoyage avec mon équipe, on était 5 à bord. Donc, j'ai pas beaucoup dormi, hein, ça se voit peut-être un petit peu, mais voilà, d'arriver ici, de mettre le bateau, de l'amarrer enfin au ponton, c'est déjà le fruit d'un travail de plusieurs mois avec toute une équipe, d'avoir un bateau qui a été construit pour cette route du Rhum, bien sûr, parce qu'il y a 4 ans, ça s'était mal terminé. Pour nous, c'est le début, je l'espère, d'une belle histoire. On va avoir beaucoup de festivités pendant ces 10 jours de présence, avec des rendez-vous avec le public, avec les sponsors, bien sûr, Banque Populaire, et puis les médias. Et ça va être très intense. Il va falloir aussi que je trouve un peu de temps pour moi, pour être dans ma bulle, on va dire, pour le grand départ. Mais déjà très heureux d'arriver ici à Saint-Malo. Pour nous, déjà, c'est une première victoire, on va dire, d'être amarré ici à Saint-Malo. Bon, et en tout cas, pour nous, je renouvelle encore nos remerciements d'avoir sauté de votre bateau pour nous rejoindre le nombreux public ici à la Rotonde. C'est vraiment, en tout cas, très agréable à vous, Armel. Maurice, une première question. Une question très simple, Armel. Comment va le team dirigé par Ronan Lucas ? Le team va bien. Ils étaient avec moi soit à bord, soit à terre. Donc ils ont fait la route aussi cette nuit ou ce matin très tôt pour être à Saint-Malo. Donc toute l'équipe était présente pour le passage des écluses qu'on avait préparé de longue date. Et on est très heureux d'arriver ici. C'est notre rendez-vous annuel. Pour nous, c'est le grand moment de la saison, cette route du Rhum. Ça fait, comme je disais, 4 ans qu'on prépare ça. Et tout le monde est content qu'on soit bien arrivé. Mais on est concentré parce qu'il y a encore quelques détails à peaufiner. Et puis, bien sûr, on a dans la tête une ambition élevée. On veut gagner cette route du Rhum. Donc, la course n'est pas encore jouée. Parce que c'est un peu le Graal aussi. Quand on a remporté le Vendée Globe, cette route du Rhum, pour vous, évidemment, c'est un rendez-vous coché dans les agendas depuis très très longtemps. Oui, c'est une course mythique, la route du Rhum. Elle a commencé en 78 et dès la première édition, il s'est passé beaucoup de choses. Elle a écrit l'histoire de la course, fait partie de l'histoire de la course au large, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance, on en parlait tout à l'heure avec Maurice, moi je suis venu ici à Saint-Malo, j'avais 9 ans en 86. De voir ces bateaux avec la famille, c'était magique. Je suis ressorti de là avec des posters, avec des dédicaces de marins. Et puis on a suivi la course. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, donc on écoutait la radio, on lisait le Télégramme ou l'Ouest France. Et puis peut-être que ça m'a donné dans un coin de la tête l'envie de la faire plusieurs années après. Et c'est vrai que c'est une course magique, voilà, tout simplement. Moi, j'ai eu 2 éditions difficiles. En 2014, je m'étais blessé à quelques semaines du départ. J'avais été remplacé par Loïc Perron. Avec brio par Loïc Perron qui avait gagné la course. Mais moi, j'avais vécu ça de façon très difficile. Et puis 4 ans après, le bateau qui se casse 2 jours après le départ. Donc j'ai quelque chose à terminer. Et moi, je suis un Breton, persévérant, têtu, comme beaucoup de Bretons. Il m'a fallu 3 éditions pour gagner le Vendée Globe. Donc j'espère que cette année, ce sera la bonne sur la route du Rhum. Croise les doigts. Hélène. Justement, vous disiez, Armel, 9 ans, c'est votre première route du Rhum à Saint-Malo en tant qu'enfant. C'est aussi la période où vous faites vos premières compétitions en optimiste. Aujourd'hui, il y avait beaucoup d'enfants, c'est les vacances scolaires. Quel mot vous auriez pour tous ces enfants qui vous ont regardé rentrer aujourd'hui et passer les écluses ? Déjà, oui, c'était super sympa de voir tous ces jeunes qui nous encourageaient, déjà, qui scandaient nos noms. Et on était, moi, ça me fait du grand plaisir. Et puis, je crois qu'on est là aussi pour donner une certaine image de ce qu'est le sport, de ce qu'est justement le dépassement de soi. On va essayer de raconter chacun des marins qui va participer à cette route du Rhum. On est 138, on va tous raconter une histoire différente. Bien sûr, il y a ceux qui viennent pour jouer la gagne, j'en fais partie, mais d'autres viennent pour d'abord traverser l'Atlantique et arriver en Guadeloupe. Et c'est vrai que pour les enfants, on a besoin de leur montrer des belles valeurs, de raconter des belles histoires et de les faire rêver tout simplement. Je crois qu'on a besoin de rêve aujourd'hui dans l'actualité qui est quand même pas toujours simple. Ils sont en vacances, ils ont besoin de voyager. Certains n'ont pas tous la chance de partir en vacances. Donc si on peut, avec cette route du Rhum, les faire voyager virtuellement, tant mieux. Jean-Marie.
Jean-Marie Biette. Alors on va parler un petit peu de la course. Pour gagner, il faut un bateau fiable. Vous avez fait l'équivalent, je crois, de 40 000 milles. Il faut un bateau rapide. J'ai lu que vous vouliez 35 nœuds de moyenne. En 24 heures, ça fait quand même un Paris-Vienne en Autriche, hein, pas en France, en Autriche. C'est ça. Et puis, il faut aller vite. Et il faut aller plus vite que les petits camarades. Et à lire un peu tout ce qui s'est fait et à regarder les images du bateau. Vous avez fait visiblement des travaux d'appendice dans l'eau et vous avez travaillé beaucoup sur l'aérodynamique. Est-ce que c'est le petit plus qui peut vous amener à jouer la gagne ? Je crois que c'est une équation complexe à résoudre. Hein. Gagner la route du Rhum en ultime, on est dans la catégorie Rennes. C'est vrai que ce sont des bateaux qui sont très rapides, difficiles à mener en solitaire. On est très peu à pouvoir le faire aujourd'hui dans le monde parce qu'il faut beaucoup d'expérience en solitaire, mais aussi de maîtrise des heures passées finalement sur ces bateaux. Et c'est vrai qu'on a besoin de naviguer énormément pour pouvoir les maîtriser, mais aussi les fiabiliser parce que c'est énormément de technologie, de mécanique, d'électronique. Et quand on arrive à réussir tout ça, finalement, oui, il peut y avoir une belle victoire au bout, mais je sais qu'en face, il y a une très belle concurrence. C'est ce qui fait aussi le charme de cette route du Rhum. Dans chaque catégorie, il va y avoir de très très belles courses avec beaucoup de prétendants à la victoire dans chaque catégorie. Et bien sûr, nous, on rêve tous dans les ultimes d'être le premier à arriver en Guadeloupe en temps réel, parce que pour moi, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire de courir dans cette catégorie. C'est un jour de rêver d'arriver le premier en Guadeloupe et de franchir cette ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre. J'ai eu la chance de le vivre avec Loïc Perron, mais malheureusement j'étais dans un Zodiac. Je l'ai vu à la télé quand j'étais gamin avec Florence Artaud, avec Laurent Bourgnon et tous ceux qui les ont succédés. Et j'aimerais faire partie de cette histoire. Donc oui, j'espère que notre bateau, et j'en suis sûr, est un bateau qui peut gagner la route du Rhum. On l'a démontré cette année sur des courses de préparation. On a vu qu'on avait bien progressé. C'est un bateau qu'on a conçu pour cette course, mais aussi pour d'autres événements qui auront lieu l'année prochaine. Et on sait que ce bateau, aujourd'hui, il est au point, effectivement. On l'a beaucoup navigué, on l'a testé dans toutes les conditions. On sait que la météo peut être compliquée, notamment sur le départ de la route du Rhum. Donc il faudra répondre présent au départ, et si les conditions sont dures. Et puis nous, on part pour un sprint. Hein. On sait qu'on va traverser l'Atlantique en 6, 7, 8 jours. Donc il faut partir vite. Il faut aller vite et finir vite, parce qu'on sait aussi que le Tour de la Guadeloupe peut être piégeux. Il y a 4 ans, la course était jouée là, et elle pourra se jouer de nouveau aussi sur le Tour de la Guadeloupe. Alors ces bateaux, ces ultimes, vraiment ces géants des mers, ces Formule 1 des mers avec des caractéristiques hors normes, 32 mètres sur 23, ce sont des bateaux aujourd'hui qui volent avec ces foils. Est-ce que ça vous a aussi donné une nouvelle sensation, très certainement, mais apprendre de nouvelles techniques, parce qu'un bateau qui vole, ça peut s'apparenter un peu à de l'aviation, peut-être au niveau de l'horizon devant. Ça a dû vous amener à travailler différemment ? Oui, bien sûr, on a tous appris avec l'équipe à naviguer sur ce nouveau bateau, ce nouveau concept d'un bateau, un trimaran qui peut effectivement sortir au-dessus de l'eau. Alors, on décolle pas, bien sûr, pas comme un avion, mais pour expliquer pour le public qui écoute, grâce à des foils, voilà, des appendices, on a la capacité à sortir le bateau hors de l'eau à quelques dizaines de centimètres et finalement d'enlever toute la traînée des coques, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et quand on va dire 15 nœuds de vent, donc à peu près 30 km/h, on est quasiment à 30 nœuds. Donc on va 2 fois la vitesse du vent dans certaines conditions, et ce qui fait que ce sont des bateaux effectivement incroyables. Moi je me rappelle très bien la première navigation du bateau, où au début on est là pour vérifier que tout est bon, il n'y a rien qui a été mal vissé, voilà, on écoute bien les bruits, et puis une fois que on a fait le check, on a commencé à border les voiles, et puis on a senti le bateau se sortir hors de l'eau. Finalement, c'est un peu comme si on planait, un peu comme quand on part au surf, et puis cette sensation, elle dure, et c'est juste incroyable. Et quand on a navigué sur ces bateaux-là, finalement, on a du mal à revenir sur d'autres bateaux, et aujourd'hui, ce qui est aussi passionnant, en plus de la vitesse, de ces sensations, c'est la capacité, vous le disiez tout à l'heure, de voyager rapidement. On peut faire 800 000 en 24 heures, donc à peu près 1500 km. On peut traverser l'Atlantique en une semaine, peut-être moins. Faire le tour du monde l'année prochaine, il y a une course. Imaginez de le faire en 40-45 jours, donc quasiment 2 fois plus vite que sur le Vendée Globe.
Donc on joue avec les phénomènes météo, on peut se placer sur l'échiquier d'un tour du monde à la voile. Et ça, c'est moi qui adore la navigation et la météo et la stratégie, c'est une toute nouvelle perspective intellectuelle où il faut réfléchir différemment, jouer avec ces phénomènes et des fois savoir rallonger la route pour aller chercher une route encore plus rapide, plus performante. Maurice. Comment vont les enfants? Ils vont bien, c'est les vacances. 15 ans, 12 ans, c'est plutôt la voile, le golf pour eux, c'est quoi? Comment vont-ils d'abord? Ouais, ils vont très bien et c'est les vacances, donc déjà ils sont contents parce que voilà, c'était le début de la rentrée, c'est toujours un moment important. Puis après, quand on se met au travail, on a hâte que les vacances arrivent. Donc ils vont me rejoindre à Saint-Malo. Ils étaient hier soir à Lorient pour me dire au revoir et puis ils vont venir bien sûr pour aller aussi se balader dans le village, participer aux festivités. Il y aura plein de choses qui vont être organisées pour les enfants et ça va être très chouette. Et puis oui, ils font d'autres activités sportives. Voilà, chacun dans son domaine de prédilection, du golf, du tennis, de l'équitation, de la danse. Enfin, ce qui est super. Moi, je trouve que je les pousse pas à faire un sport plus qu'un autre. J'ai pas forcément eu besoin de les pousser à faire de la voile. Ils aiment faire de la voile, mais c'est pas leur sport premier. Donc, moi, je les suivrai de toute façon. Je les accompagnerai comme mes parents l'ont fait quand j'étais plus jeune. Et je crois que c'est important d'avoir envie de faire des activités. Je pense que c'est important aujourd'hui aussi pour les jeunes de se dépenser physiquement, intellectuellement, de participer à des événements avec d'autres personnes, que ce soit dans le sport ou aussi dans la culture. Et on a la chance d'avoir des infrastructures en Bretagne. Moi, j'habite Fouesnant, où voilà, on a des belles infrastructures sportives et les jeunes peuvent faire beaucoup, beaucoup de sport. Hélène. Maurice l'indiquait tout à l'heure, vous êtes entouré d'une team, mais vous êtes également entouré, moi je peux me permettre de le lire, d'un sponsor. Il y a une grande fidélité, notamment dans votre catégorie, des belles histoires de sponsors, de skippers et sponsors. Là, on a effectivement, vous êtes soutenu par la team Banque Populaire depuis maintenant avril 2011. Est-ce que ça vous apporte aussi quelque chose de particulier, cette relation que vous avez pu créer et entretenir avec le temps ? Oui, bien sûr, pour moi, aujourd'hui, c'est la plus longue histoire que j'ai en termes d'accompagnement de sponsors. C'est plus qu'un sponsor, finalement. Banque Populaire, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont dans la voile, donc ils sont un acteur majeur de la course au large. Ils sont aussi présents avec la Fédération française de voile, avec les équipes de France olympique, l'association Penwick. Donc, ils couvrent un large panel de la voile. C'est la banque de la voile. Et on en est très fiers, nous, moi, en tant que skipper, mais aussi avec toute mon équipe. Et puis c'est aussi c'est une histoire humaine finalement. C'est ça qui me touche le plus, qui me marque le plus finalement dans ces 10 ans, 11 ans que j'ai avec eux depuis 2011. J'ai participé à 2 Vendée Globe, j'ai fait 2 Routes du Rhum. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments très forts. La victoire du Vendée Globe, vous en avez parlé, c'était un moment magique. Et puis 2 ans après, il y a cette casse sur la route du Rhum où on se retrouve avec un bateau qui est complètement détruit. On est les 2 genoux à terre avec mon équipe. Et finalement, c'est dans ces moments-là où on se rend compte de la solidarité, de cette histoire commune qu'on a avec les banques populaires qui, moi je me rappelle très bien des premiers messages quand je suis rentré en France, parce que j'ai été ramené par un bateau de pêche portugais à Vigo, puis après j'ai retrouvé un téléphone portable. Quand j'ai pu l'allumer, j'avais des messages des dirigeants de toutes les banques populaires qui me demandaient déjà comment ça allait, prenaient des nouvelles et puis qui m'apportaient leur soutien. Et moi je me disais mais ils vont peut-être arrêter la voile parce que là le bateau est cassé, on n'a plus rien. Quelque part, ils avaient presque tout gagné dans la voile. Ils pourraient se dire, c'est le moment d'arrêter. Et au contraire, ils étaient là à nous dire, mais non, on ne va pas arrêter au moment où on est sur un échec. Ce n'est pas notre culture des banques populaires. Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner les projets, à la fois dans les grands événements magiques, vertueux, mais aussi dans les moments difficiles. Et c'est ce que nous, on a ressenti. Et aujourd'hui, on est à Saint-Malo avec un nouveau bateau, une nouvelle histoire, et on a envie de les remercier, j'espère, dans quelques jours par un beau résultat en Guadeloupe. Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est cette relation moi, que j'ai créée et que j'ai avec Maurice, avec d'autres dirigeants depuis plusieurs années. On se parle bien sûr de voile, on se parle de résultats sportifs, mais on parle d'autre chose, et c'est ça qui est fabuleux, c'est l'aventure humaine avant tout qui
qui moi qui me fait me lever le matin, on va dire, pour aller m'entraîner à la salle de sport, pour me motiver, pour aller préparer pour ces grands événements. Et merci au team Banque Populaire du Maxi 11 avec ces images que l'on voit qui sont vraiment remarquables et tellement impressionnantes. Jean-Marie. Je voudrais revenir sur la course. Tout à l'heure, vous avez évoqué effectivement la concurrence qui est bonne, qui est très élevée. Mais il va y avoir un élément clé sur cette route du Rhum, c'est le fait d'être en solitaire, de devoir garder la tête froide, à la fois pour les choix météo et pour les manœuvres qui sont extrêmement difficiles sur ces grands bateaux. Et en tant que solo, vous avez quand même, vous, un point particulier par rapport à pas mal d'autres. C'est qu'on l'a rappelé, une victoire au Vendée Globe et 3 victoires en solitaire du Figaro, dont on sait qu'elle est extrêmement dure. Donc est-ce que vous avez un capital confiance avec ça ? Je vais m'en servir, c'est sûr. Cette expérience du solitaire que j'ai accumulée depuis plusieurs années, c'est vrai, il y a eu des belles victoires, mais aussi des moments plus compliqués. Mais oui, c'est vrai que j'ai beaucoup navigué en solitaire. Ça fait partie de mes atouts, peut-être par rapport à certains concurrents. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, l'exercice du solitaire sur ces ultimes est très particulier. Je dirais, moi, je suis certain que là, pendant les 10 jours qu'on va passer à Saint-Malo, la première question qui va revenir dans la tête des gens et avec qui on va échanger sur les pontons, ça va être « mais comment vous faites tout seul sur ces bateaux-là » Voilà. Comment vous faites ? Et c'est vrai que ça paraît incroyable, voire même fou, mais c'est le travail de toute une équipe. Bien sûr, on n'est pas tout seul pour préparer ces échéances. Moi, j'ai une team, la team Banque Populaire, qui est composée de 20 personnes qui travaillent avec moi toute l'année, avec des techniciens, des ingénieurs, des gens qui sont là pour m'aider à me mettre dans les meilleures conditions et pouvoir mener ce bateau en solitaire. Après, bien sûr, sur la course, je serai tout seul à affronter les éléments, mais cette préparation, elle est essentielle pour pouvoir piloter ces bateaux, parce que c'est vraiment du pilotage. Et oui, j'espère que cette expérience du solitaire va me servir pour être un peu meilleur que les autres. On sait que ça va être compliqué. Il y a des bateaux qui sont très, très rapides, bien fiabilisés, des marins aussi qui ont une autre expérience. Certains ont gagné le Vendée Globe, certains ont gagné des courses autour du monde prestigieuses en équipage. Et puis certains ont déjà gagné la route du Rhum, comme Francis Joyon. Donc il faudra prendre tous les adversaires au sérieux. Et puis après, bien sûr, la météo décidera. Finalement, c'est aujourd'hui la seule inconnue qu'on a encore ces jours-ci. C'est quelle sera la météo du départ, quelle sera la météo des premiers jours de course. On ne le sait pas encore. On commence à regarder, on va dire, un petit peu, mais c'est un peu trop loin pour être sûr de tout. Et on attend encore les prochains jours pour voir comment ça va se préciser. Les premiers jours sont toujours très importants. Il y a ce fameux golfe de Gascogne qui est toujours redouté par les skippers. C'est des fois là où ça peut se jouer. Je suis bien placé pour le savoir. Effectivement, il y a 4 ans, ça c'était malheureusement, on était dans des conditions difficiles. On avait eu 2 dépressions à affronter coup sur coup. Et moi, dans la deuxième, il y avait des conditions 5-6 mètres de creux quand le bateau a cassé. Il y avait 40-45 nœuds. Donc, c'était des situations compliquées. Et oui, on le sait, la route du Rhum, elle est mythique aussi parce qu'il y a cette météo difficile. C'est pas juste traverser l'Atlantique et on choisit le moment pour partir. Non, là, il y a une date de départ. C'est le 6 novembre à 13h02. Et il faudra faire avec la météo qu'il y aura. Bien sûr, sauf s'il y avait une énorme tempête, l'organisation pourrait éventuellement décaler le départ, ça s'est déjà fait. Mais on va dire que si les conditions sont abordables, tout le monde partira et chacun devra prendre ses choix météo et sa route pour aller jusqu'en Guadeloupe. Et sa route, on dit souvent la route nord qui est beaucoup plus dure, et puis cette route sud où on va prendre les alizés beaucoup plus bas, ça se décide avec le team, ça se décide aussi avec les conditions météo. Oui, ça se décide. Alors, c'est vrai qu'il faut faire la différence. Donc, les multicoques, on est en solitaire, donc les ultimes, les Ocean 50. On a le droit à une assistance météo. On a le droit donc, à un routeur. Donc, moi, j'ai 2 personnes à terre qui vont notamment travailler avec moi pendant toute la course. Marcel Ventriest et Nicolas Luneven, donc, qui est un très bon régatier aussi. Donc, ils vont être mon œil un petit peu sur la météo, même si moi à bord je vais regarder, mais j'aurai d'autres choses à faire en même temps. On le fait parce que c'est autorisé, parce que notamment il y a un élément de sécurité en multicoque. On sait qu'il y a le risque de chavirage.
Et quand le bateau chavire, malheureusement, la course est terminée et puis ça peut être très dangereux. Les monocoques n'ont pas cette assistance-là. Donc oui, il va falloir prendre des choix, faire des choix. Bien sûr, il y aura une route idéale, on va dire, et puis il y aura une route aussi qu'il faudra prendre peut-être en fonction des aléas techniques, des aléas des choix des autres concurrents. Donc c'est un jeu d'échecs finalement permanent sur l'Atlantique, du départ à la fin. Il y a plusieurs pièges à franchir, obstacles à franchir. Déjà, le départ va être compliqué. 138 bateaux sur la ligne de départ en même temps, avec une ligne qui sera divisée en deux, mais on sera quand même très nombreux avec les multicoques. C'est le record de C'est le participation record. de bateaux. Exactement. Et puis il va falloir aller passer la bouée du Cap Fréhel, qui là aussi est un endroit mythique. Alors pour le public c'est génial, mais pour nous je veux dire que c'est un peu stressant. Alors on espère que la météo sera favorable pour qu'on aille sur un bord direct. Et puis ensuite il va falloir traverser la sortie de la Manche. Donc il y a aussi quelques pièges et des nouveaux pièges. Il y a un parc éolien là qui s'est construit, on l'a vu en venant, donc on sait qu'il faudra l'éviter. Donc bref, il y a des choses à surveiller sur la route avant de prendre le large et là d'affronter peut-être les premières dépressions avant d'avoir la chance au bout de quelques jours d'aller dans l'Alizé et pourquoi pas une route peut-être dans le sud où effectivement c'est plus sympa, il fait chaud, il fait beau. J'aimerais qu'on entende trois personnalités avec nous qui nous ont fait le plaisir d'assister à ce TVR BP Go Business Club. Un premier mot déjà sur l'événement Route du Rhum destination Guadeloupe, ce qu'elle peut représenter pour vos entités. Et puis une question bien sûr à poser à Armelle. Président Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne. C'est une course mythique, on l'a dit, mais cette région Bretagne, elle vit la mer, plus de 2700 km de côte, avec de véritables marins champions. C'est un rendez-vous majeur pour la région que vous présidez. C'est un rendez-vous majeur, c'est un rendez-vous qui est très attendu, c'est une course très exigeante et c'est un spectacle populaire formidable. Déjà là sur les quais ce soir, il y a énormément de monde. Et puis après c'est un lien d'amitié avec la Guadeloupe. Et je pense que Saint-Malo, la Guadeloupe, c'est une course qui nous relie aussi, et c'est ça aussi notre beau pays. Donc moi je suis ravi d'être là ce soir, c'est vraiment une récréation pour moi, beaucoup moins de stress qu'Armelle à cet instant. Voilà, magnifique épreuve créée en 1978 par Michel et Thévenot. Une question à Armelle Lecléache. D'abord bravo pour l'image que vous donnez de la Bretagne. C'est déjà ça, c'est extraordinaire et beaucoup de gamins rêvent en vous voyant et on est tous un peu des gamins en ce moment. Et je pense que cette course, vous l'avez dit, c'est beaucoup de performance, beaucoup d'exigences pendant 6 jours, 7 jours. Vous allez manger pendant ces 6 jours, 7 jours. La Bretagne, c'est aussi une terre d'alimentation, une terre du bien manger. Est-ce qu'il y a un menu, Armelle Lecléache, pour ces 6 jours? Est-ce qu'il y a du plaisir ou pas de plaisir du tout et que de la perf? Voilà. Un peu de dodo, un peu de manger. Comment ça se passe? Je vous remercie déjà pour ce que vous avez dit. Et effectivement, oui, il y a bien sûr l'alimentation est très, très importante. Le sommeil aussi, ce sont des éléments clés de la performance. Alors pour l'alimentation, il n'y a pas de recette Lecléache, mais il y a quand même des petites choses que j'aime bien amener. Moi, je suis un petit bout de chocolat. Voilà. Alors moi, mon petit péché mignon, c'est les sucettes. Donc j'en amène quelques-unes. Voilà, quand je suis un peu stressé, voilà, je me prends une petite sucette et puis ça me permet de mettre mon énergie, mon stress sur ce petit bâton. Et puis sinon, non, on a des plats bien sûr adaptés à notre alimentation en mer. On n'a pas de produits frais, on n'a pas de frigo, c'est pas une cuisine tout équipée comme à la maison. Donc il faut savoir prendre les bonnes choses pour tenir pendant la durée de la course, avoir suffisamment d'énergie parce qu'on va beaucoup se dépenser physiquement. Il faut imaginer que des manœuvres sur ces bateaux de cette taille-là, ça prend du temps. Un virement de bord, ça prend quasiment une demi-heure. Un empannage, c'est 40 minutes. Vous le faites avec un optimiste ou un petit dériveur, ça vous prend quelques secondes. Donc, ça dépense de l'énergie. Et puis, il faudra dormir, bien sûr. Il faudra dormir parce que une semaine sans dormir, c'est impossible. Donc là, il va falloir trouver aussi des moments pour aller se reposer par sieste de 20, 30, 40 minutes, plusieurs fois par jour. L'idéal, c'est dormir 5-6 heures cumulées, peut-être plus. Mais on sait très bien que, par exemple, les premières 24 heures, la sortie de la Manche, le golfe de Gascogne, beaucoup de trafic maritime, on risque de pas beaucoup dormir. Et il va falloir ensuite récupérer à un moment donné pendant les jours suivants. Et ça fera partie aussi de la stratégie à adopter. En plus de la météo, il faudra mettre aussi des phases de sommeil. Parce qu'on sait que même si le bateau continue à être rapide, sous pilote automatique, on est un peu moins vigilant sur les réglages et donc on peut être un petit peu moins performant en vitesse pure.
Jean-Claude Nelson, ce sera la fête à Pointe-à-Pitre parce que les îles de Guadeloupe vivent ce rendez-vous depuis 1978 et on voit toujours cette ferveur. Ça avait commencé à la Marina de Pointe-à-Pitre, ensuite il y a eu la Darse, et puis aujourd'hui c'est devant ce magnifique Memorial Act qui a vu la dernière édition créer vraiment une ambiance extraordinaire dans un touche-à-touche entre deux bateaux. Ça a été mais vraiment dantesque. Il y a beaucoup d'envie bien évidemment sur cette épreuve. C'est tout un peu ce peuple guadeloupéen qui l'attend, ce rendez-vous. Mais écoutez, c'est toujours un plaisir renouvelé pour nous, chaque 4 ans, de pouvoir retrouver nos partenaires sur cette course. La ville de Saint-Malo, la région Bretagne, et puis tous les autres partenaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens se sont appropriés la route du Rhum. C'est pour nous un rendez-vous important. Nous avons la fierté de pouvoir partager avec les organisateurs la plus grande course du monde transatlantique, et les Guadeloupéens sont fiers. Après le confinement, après la Covid, où le sport et la culture ont été confinés, eh bien nous sommes, la région est heureuse de pouvoir aujourd'hui se dire qu'on va partir vers d'autres aventures avec cette Route du Rhum, et que nous attendons bien sûr, puisque c'est une année de record, les 138 skippers. Nous savons que les bateaux sont de plus en plus fiables, que les skippers sont de mieux en mieux préparés, et que je pense qu'au vu de ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé à Saint-Malo, la météo sera avec nous aussi sûrement. Et ça nous permettra d'avoir véritablement une très belle course, une très belle compétition. Je me plais souvent à dire que la Route du Rhum n'est pas simplement pour nous, région Guadeloupe, une grande épreuve sportive, c'est aussi un levier autour de l'économie du pays, afin de nous permettre de pouvoir présenter les entreprises d'excellence, les produits d'excellence que nous avons. C'est aussi un levier pour nous permettre de nous faire en sorte de pouvoir promotionner la destination Guadeloupe. Et donc, c'est un levier touristique, mais c'est aussi un espace pour nous de valorisation de notre culture. Et comme la Guadeloupe est une terre d'accueil, donc c'est avec plaisir que nous allons accueillir l'ensemble des skippers à qui nous souhaitons bonne chance, que le meilleur gagne, mais surtout aussi l'ensemble des personnes qui voudront venir assister à la Route du Rhum, et vous, télévision, mais aussi nos partenaires politiques et bien sûr tous ceux et celles qui, s'ils ne peuvent pas venir pour la Route du Rhum, viendront l'année d'après pour visiter notre beau pays. Bien sûr. En tout cas, j'en profite encore pour vous remercier, Jean-Claude, car nous étions avec Hélène, avec Maurice, avec Dominique Jamoto, tournés fin novembre, début décembre, 8 émissions du TVR BPGO Business Club de 26 minutes, avec un peu tous les grands représentants sur place à Pointe-à-Pitre et dans les îles Guadeloupe. Encore merci, Jean-Claude Nelson. Un mot avec vous, quand même, Jean-Virgile Crans, parce que premier adjoint au maire de Saint-Malo, Gilles Lurton, qui est en train, à l'heure actuelle, d'allumer toutes les portes de la ville pour créer vraiment une magnifique animation. Je suppose que pour Saint-Malo, c'est forcément ville mondialement connue aussi, avec Pointe-à-Pitre, avec cette épreuve. C'est un moment qui est un moment de fête, avant tout. Oui, c'est un moment de fête, un moment de partage. On souhaite que cette fête reste une grande fête populaire. C'est un événement aujourd'hui qui est gratuit, qui est accessible à tous, qui profite à tous les Bretons, les Malouins, les Malouines. Et bon, c'est vrai qu'on voit que c'est une édition qu'on a dit peut-être de tous les records. Alors on espère que les records seront battus par nos grands sportifs. Record d'affluence aussi probablement. Le village s'est agrandi pour essayer d'améliorer l'expérience des visiteurs, non pas forcément pour augmenter les jauges accueillies, mais surtout pour faire en sorte que cette expérience qui va être vécue à Saint-Malo avec tous les partenaires soit une expérience de qualité.
Donc c'est vraiment en effet un moment de fête. Et puis c'est aussi un moment de partage, avec la région Bretagne, avec la région Guadeloupe. C'est vrai qu'avec la région Bretagne, on partage beaucoup de choses à Saint-Malo, et en particulier au niveau du port, que ce soit le commerce, que ce soit la plaisance. Et ça fait travailler aussi toutes nos équipes, parce qu'avant que cette route de Rome elle se lance, et c'est sûrement l'excitation qu'on a aujourd'hui de ce lancement, mais ce sont des semaines et des mois de travail, et je remercie en effet tous ceux qui travaillent sur cette route du Rhum. Et en tout cas, vous avez été témoin que dès cette ouverture du village, le public, la foule était déjà là pour voir entrer ces bateaux dans les bassins malouins. Maurice, une question à Armel. Oui, j'aimerais m'adresser à Armel en tant que citoyen. Avec Eric Sauer, on a eu le privilège de vous voir avec les étoiles dans les yeux à la barre de votre Maxi 11, mais aussi on sait que vous êtes un citoyen du monde, et comme la musique est universelle, la mer, il y a quelque chose d'universel aussi. Et dans cette course du monde, on a l'occasion d'échanger, Armel, mais j'aimerais que vous partagiez ce que vous vivez en ce moment avec ce monde compliqué de Londres à Rome, en passant par Kiev, etc. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous ce soir ? Oui, alors moi je suis d'abord un marin, donc c'est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude de m'exprimer quand j'interviens sur mon ressenti, sur la vie de tous les jours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde l'actualité qui est bien sûr difficile, compliquée, que ce soit en France, mais aussi à nos portes, en Europe, bien sûr, avec cette guerre qui n'en finit pas. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que on voit beaucoup d'horreurs, on voit beaucoup de choses terribles. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste, un peu comme en bateau, finalement. J'ai toujours à cœur de se dire, bon, allez, il va toujours y avoir quelque chose qui va faire que ça va s'améliorer, les conditions vont s'améliorer. C'est jamais fini. On peut toujours croire à une meilleure situation. Et quand on voit, moi, je vois la solidarité européenne et mondiale vis-à-vis des Ukrainiens, finalement, pour les soutenir dans ce conflit. Je trouve que c'est des belles valeurs, finalement, malgré la dureté et l'horreur que ce conflit amène. Ça amène un espoir, finalement. Et moi, je fais beaucoup le parallèle avec ce que je vis en bateau, où on peut avoir des moments très difficiles, des moments où on est un peu le moral dans les chaussettes, dans des conditions difficiles, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Et puis il y a toujours une petite lueur d'espoir, et tant qu'on s'accroche, tant qu'on se bat finalement, tant qu'on croit un peu à son étoile, ou en tout cas à ce qu'on sait faire, à quoi on a travaillé, on arrive toujours finalement à s'en sortir. Et donc c'est un peu ma petite vision des choses à titre personnel. Hélène. Roland Jourdain, qui était avec nous il y a un an, indiquait que ce qui l'a passionné, ce qui a conduit sa carrière dans la voile, c'est à la fois effectivement cette passion de la voile, mais également certaines catastrophes écologiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, notamment autour de la route du Rhum. Est-ce que vous, skipper, vous n'êtes pas à la fois les sentinelles de la mer, mais également des modèles Comment est-ce que vous percevez tout ce débat qu'on a aujourd'hui autour de l'écologie et puis ces grandes compétitions maritimes ? Oui, bien sûr, c'est un sujet important. Le monde de demain, auquel on est tous confrontés, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé encore ces derniers mois, ces catastrophes naturelles ou ces incendies en France, vraiment à nos portes. Donc, on est bien sûr tous acteurs dans comment on peut faire que demain le monde devienne meilleur. En tout cas, les choses s'améliorent. Et nous, en tant que marins, en tant que skippers, on a parlé tout à l'heure, très suivis par les enfants, les écoles, notamment sur la route du Rhum. Il va y avoir énormément de suivi pendant la course. Je crois que Populaire, ils ont développé des kits pédagogiques pour que les écoles, avec la BPGO, puissent suivre la course à travers différents thèmes, thématiques. Et c'est vrai qu'on l'a vu aussi sur le Vendée Globe, où la course est longue, elle dure 3 mois, on peut faire pas mal de choses. Et nous, en tant que marins, on a
moi, je trouve qu'on a devoir finalement de... je ne m'estime pas être un modèle, mais c'est de témoigner, de donner notre ressenti voilà, de ce qu'on vit en mer, de ce qu'on voit, l'évolution climatique, les déchets qu'on peut rencontrer en mer, et comment on peut améliorer à sa propre personne, finalement, au quotidien, les choses. Moi, je ne suis pas forcément un donneur de leçons, je suis plutôt à être acteur à mon niveau, c'est-à-dire avec mes enfants, on va, quand on se balade sur la plage, quand on voit des déchets, on les prend, et puis il y a des poubelles qui sont prévues pour ça sur les bords des sentiers côtiers, et on va mettre nos déchets dans cette poubelle, et puis au quotidien, on fait attention à ce qu'on consomme. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie, etc. Donc oui, on est vigilant, ça nous touche. Et je pense qu'effectivement, à un moment, il y a eu certains skippers qui ont commencé à dire mais la route du Rhum, il faudrait peut-être faire évoluer dans le futur ces bateaux de course qui deviennent de plus en plus rapides. Moi, je trouve que c'est pas forcément ça là-dessus qu'il faut forcément aujourd'hui être acteur. Il faut d'abord, à notre échelle, améliorer au quotidien ce qu'on peut faire. On voit avec Banque Populaire, nous on essaie de traiter nos déchets, de diminuer notre consommation d'énergie. On fait attention effectivement à trouver des systèmes à bord du bateau pour économiser moins de sources carbone, avec des éoliennes, avec des panneaux solaires et autres systèmes qui se développent. Et puis on reste quand même des laboratoires. Finalement, nos bateaux sont des sources qui peuvent être très importantes pour le futur de demain. C'est-à-dire que nos bateaux, je parlais tout à l'heure de pouvoir faire le tour du monde à la voile en 40 jours, de traverser l'Atlantique en 6 jours, grâce aux foils, grâce à toutes ces techniques, cette technologie. Peut-être que ça permettra dans quelques années, je l'espère, à développer des moyens de transport maritime différents, moins polluants. Et c'est grâce à ce que nos ingénieurs, ce que nos équipes réussissent à faire aujourd'hui, qu'on peut améliorer le monde de demain. Donc c'est plutôt comme ça que moi je vois les choses. Et c'est vrai que il y a beaucoup de débats autour de tout ça. C'est important. Je pense que c'est important que les gens s'expriment. Mais nous, à mon niveau, notamment avec les jeunes et les enfants, j'essaie plutôt d'aller dans cet échange-là. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire aujourd'hui. Jean-Marie. Je vais rebondir sur la question d'Hélène. Est-ce que le réchauffement climatique peut avoir des conséquences sur le schéma météo que vous allez trouver? On sait que c'est vrai pour la Méditerranée, en Atlantique. Et puis juste après, est-ce que vous avez un schéma pour vous et pour votre bateau, pour son potentiel de vitesse? Est-ce que vous avez un schéma météo préféré? Un anticyclone hivernal qui se promène, ou plutôt jouer aux échecs avec des dépressions atlantiques? Alors déjà, sur la première question, ce qu'on peut nous constater finalement aujourd'hui dans le réchauffement climatique en tant que marin sur ce que j'ai pu voir un peu l'évolution ces dernières années, et on va le voir sur la route du Rhum, on rencontre ce qu'on appelle les sargasses. Voilà, ce sont ces algues qui se développent dans la mer des Caraïbes, qui arrivent un petit peu sur les plages de la Guadeloupe des fois, malheureusement. Et ça, on se rend compte qu'on en voit de plus en plus quand on traverse l'Atlantique. On en voit aussi maintenant beaucoup du côté de l'Afrique. On n'en voyait pas avant, notamment quand on descendait, par exemple, sur le Vendée Globe, quand on passait au large des îles du Cap-Vert. On pouvait Vendée Globe en 2008, à l'aller ou en revenant, j'en ai pas vu une seule. Et puis 4 ans après, ou 8 ans après, pardon, il y en avait déjà beaucoup. Et puis ce sont des surfaces importantes, hein. Des fois, c'est plusieurs kilomètres carrés. Donc ça, c'est quelque chose que nous, visuellement, marins, on le voit, on le constate. C'est vrai que, alors nous, en ultime, on a cette chance, c'est qu'on va tellement vite que les algues n'ont pas le temps de s'accrocher à notre dérive ou à nos foils. Mais pour les bateaux un peu moins rapides, ça peut être compliqué parce que ça va finir par s'accumuler. Et il va falloir les enlever. Donc soit faire une marche arrière, soit les enlever avec de différents systèmes. Donc c'est pas toujours très drôle. Et puis bien sûr il y a les phénomènes météo qui sont un peu plus intenses. Bien sûr, on a vu ces orages notamment en Corse par exemple cet été. Là je parle pour les plaisanciers parce que c'est mon domaine.
c'est vrai qu'il va falloir être prudent et vigilant sur ces phénomènes ponctuels qui risquent d'être dans les années à venir un peu plus intenses parce que la température de l'eau augmente et donc ça augmente le potentiel de ces bombes à retardement. Et donc, bien sûr, en mer, on en prend compte avec mon routeur, avec mes spécialistes météo. C'est aussi leur travail, justement, pour m'amener dans une stratégie où il va falloir prendre en compte aussi ces nouveaux éléments, finalement, dans la stratégie globale. Alors, une météo idéal pour une route de Rome, je dirais qu'il faut partir sous le soleil pour que le public puisse profiter du départ. Il y a 4 ans, ça avait été super, on avait eu un beau départ. Bon, après, ça s'était un peu gâté. Donc si on pouvait avoir des conditions comme le départ il y a 4 ans, et puis derrière des conditions relativement maniables, pour tout le monde en fait, pas que pour moi, je crois qu'on serait comblé. Maintenant, ça risque d'être bien différent, je crois. Armel, vous faites partie des sportifs de très haut niveau. Ça veut dire que la condition physique, la préparation, elle est là tous les jours. Je veux dire, quand on est compétiteur aussi comme vous, comme les grands champions, on se doit d'être prêt au jour J. C'est très important et ça, c'est une condition qui s'entretient jour après jour. Et il y a le mental. Oui, bien sûr, le physique est prépondérant, surtout sur des bateaux comme celui-là. Un ultime, je disais tout à l'heure, des manœuvres qui peuvent durer 40, 30 minutes, plusieurs fois par jour. Et puis, voilà, moi j'ai 45 ans, donc j'ai plus 25 ans. Donc finalement, je fais plus de sport, de préparation physique aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Parce qu'il faut adapter finalement sa préparation à son niveau, à ses capacités. Et c'est vrai que pour pouvoir mener un bateau de cette taille-là, avec l'ambition qu'on s'est donnée avec Banque Populaire, il faut être à la hauteur. Donc oui, c'est du sport quotidien. Moi, j'ai un préparateur physique qui fait partie du pôle France de course au large à Port-la-Forêt, donc qui est le pôle France référence pour tous les marins. Et moi, j'en fais partie depuis maintenant presque 20 ans. Donc, j'ai appris beaucoup avec eux, en Figaro, en IMOCA, sur les Vendée Globe, et aujourd'hui en ultime. Et donc, avec mon préparateur, qui travaille aussi pour d'autres marins, on adapte le programme en fonction des échéances. Donc là, pour la route du Rhum, oui, on s'est préparé à partir pour un sprint. Une semaine de course, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur comment moi, Armel, je serai le mieux préparé possible pour le 6 novembre à 13h02, parce que à ce moment-là, ça va partir vite, et puis il va falloir tenir la distance jusqu'au bout. Ça va être pour nous, les ultimes, c'est une épreuve de demi-fond, c'est à 1500 mètres. Voilà, il faut partir vite et tenir la vitesse jusqu'à l'arrivée. Ce ne sera pas un marathon comme le Vendée Globe, et ce sera important de bien récupérer pendant toute la course, de ne pas se blesser. On fait beaucoup attention à ça aussi parce qu'on est souvent en mouvement. Il faut imaginer que les bateaux, quand même, ça remue pour se déplacer. Et quand on manœuvre, on peut être soumis à des chocs, donc il faut éviter les blessures. Et puis bien récupérer aussi au niveau de la lucidité. Parce qu'il y a le sommeil, on en a dit, mais physiquement, plus on est en forme, mieux on récupère. Et quand on se réveille, finalement, on est plus lucide, et donc on va faire une meilleure analyse de ce qu'il va falloir gérer dans les heures à venir. Et donc ce sera tout bon pour la suite. On va faire un dernier tour de table en 1 minute, questions et réponses comprises. Maurice. D'abord, je voulais remercier Armel de faire la pédagogie sur ce qu'est la technologie, qui est souvent vue de façon négative, mais en effet, on accompagne des projets véliques pour réduire de au moins 30-40% la consommation des cargos, puisque 80% des objets que nous voyons autour de nous ont transité par des bateaux, par des cargos, et cette très haute technologie sert justement à réduire l'empreinte carbone du transport maritime. Moi, j'ai une question pour vous deux, Stéphane et Armel. Supposons que la classe ultime n'existe pas. Sur quelle catégorie de bateau, IMOCA, classe 40, Ocean 50, sur quel type de bateau vous aimeriez naviguer? D'abord vous, Stéphane Beignet, qui est un marin. Oui, alors là, je dirais tout de suite classe 40, parce que ça se rapproche quand même de ce que j'ai pu faire en école de voile, qui est un gros dériveur. Mais voilà, je dirais classe 40, je me vois pas... vraiment même en IMOCA, même si ça me fait rêver. Mais restons modestes, même en classe 40... voilà. Armel? J'hésiterais, je crois, entre le Sun 50 et l'IMOCA, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui me fait rêver dans cette route du Rhum, c'est de pouvoir, en plus de gagner dans sa catégorie, c'est d'avoir la chance, si un jour ça m'arrive, d'arriver le premier en Guadeloupe. Voilà, je trouve que ça, c'est
la cerise sur le gâteau. Et donc, voilà, je sais qu'en fonction des conditions, ça peut être l'un ou l'autre. Donc, pourquoi pas. Hélène. Sur les rares moments de calme sur le bateau, qu'est-ce que vous faites? Vous emmenez l'excellent roman de Jean-Marie Biette, Rome amère. On va en parler dans un instant. Vous écoutez... Vous avez une playlist particulière? L'Orchestre symphonique de Bretagne. Je salue son administrateur Marc Fellman qui est avec nous. Alors oui, j'amène de la musique, j'amène aussi beaucoup d'émissions de radio en podcast. Voilà, donc ça me permettre d'avoir un fond sonore finalement, ça permet d'avoir une présence voilà, autour de moi, même si je n'écoute pas vraiment en détail. Alors sur une route du Rhum, je dirais que ça va aller assez vite pour nous, donc on va pas le temps de s'ennuyer. Mais autant sur un Vendée Globe, c'est vrai que ça fait du bien, voilà, de pouvoir par moments s'aérer un petit peu le cerveau, de changer un petit peu l'ambiance, le stress qui peut être à bord du bateau pour moi, et donc d'avoir voilà, ces émissions qu'on peut écouter. Alors, j'ai des émissions de tout genre, hein, ça va des émissions humoristiques à des choses très littéraires ou très technologiques, donc il y en a pour tous les goûts. Jean-Marie. Alors en parlant de podcast, moi je vais faire un peu de pub, mais j'ai écouté celui de Radio France avec qui vous avez enregistré il y a peu de temps visiblement. C'est en 4 épisodes, c'est remarquable. J'ai appris plein de choses et c'était vraiment très très bien. Donc Radio France, Armel Lecléache. Non, moi juste, à quelle allure votre bateau va le plus vite et à quelle allure vous sentez le mieux avec votre bateau? Oh bah, l'allure, on va le plus vite. Finalement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de vent pour aller très vite et avoir des conditions où on est vraiment au summum du bateau, de son potentiel. Je dirais qu'il faut entre 15 et 20 nœuds de vent. C'est les conditions idéales. Donc, on va dire presque 40-45 km/h. Et puis, une mer pas trop agitée. C'est vrai qu'avec ces bateaux, je disais tout à l'heure, on peut sortir les coques de l'eau avec des foils, de voler, donc d'être beaucoup plus rapide sans cette résistance à l'eau. Mais dès que la mer se forme, dès qu'il commence à y avoir 3-4 mètres de creux, eh ben, c'est plus compliqué. Le vol devient un peu plus difficile, plus sollicitant pour la plateforme. Donc là, on règle un petit peu le bateau différemment, on enlève un peu de puissance, on accepte d'être un peu moins rapide, mais c'est pour préserver le bateau, pour éviter d'aller tout casser. On va refermer cette émission en parlant livre et puis... il y aura le mot de la fin avec Armel Lecléache, notre grand témoin. Jean-Marie Biette, vous allez garder la main. Allez, en 2 minutes, parlez-nous de Rome amère. C'est votre 2e roman parce qu'il y avait eu le premier Mort à bout de course. Là, on s'intéressait au Vendée Globe avec une fin, mais vraiment haletante. Là, c'est vraiment exceptionnel parce qu'on en avait parlé en décembre dernier en Guadeloupe. Ce livre, vraiment, on est pris page après page. Hein. Ça commence à côté. Non, mais ça commence à l'univers. Alors, ça commence bizarrement au bar de l'univers. Évidemment, il ne faut rien y voir d'autobiographique. Hein, et en plus, c'est vrai que l'année dernière, on a donné notre personne, parce que si mes souvenirs sont bons, on a fait quand même quelques navigations sur un bateau beaucoup plus calme et lent que le vôtre, mais en revanche, bien fourni en production locale guadeloupéenne. Donc ça commence à l'univers. Et ça se termine dans les îles de Guadeloupe, parce que la Guadeloupe... Alors, il y a la moitié du bouquin qui se passe en Guadeloupe. Moi, j'ai une passion pour la Guadeloupe et les îles de Guadeloupe. Les Saintes, qui ne connaît pas, c'est une des plus belles baies au monde. Et puis Marie-Galante, qui est tellement attachant, tellement sympathique. Et pour le reste, bah voilà, il y a beaucoup de voiles dedans, mais j'essaye de rendre ça... accessible avec notamment les termes qui ne sont pas trop techniques. Il y a beaucoup de suspense sur l'eau, puis il y a beaucoup de suspense aussi, j'espère, dans le déroulé des événements. Ça commence effectivement au bar de l'univers, mais après le passage des écluses, une nuit venteuse, il y a le père d'un des concurrents qui est retrouvé mort à l'intérieur de son bateau avec des signes de quembois. Et c'est là que donc le vaudou, entre guillemets, antillais français et guadeloupéen, je crois aussi. Et donc, et voilà, l'énigme commence comme ça. Voilà, en tout cas, c'est un producteur de rhum, Belloiseau. Voilà, il y a également Monsieur Capester. Ça, c'est pour revenir sur ces beaux endroits de la Guadeloupe. En tout cas, ça s'appelle Rome amère. C'est aux éditions Ouest France et c'est écrit par Jean-Marie Biette. Il faut absolument le lire pour être là aussi complètement dans la course. Et puis, Philippe Joubin, grand spécialiste de la voile à Ouest France, avec une très belle préface de Jean Le Cam. C'est la légende de la route du Rhum. Très belle photo, vous voyez. La petite
fiancée devenue reine de l'Atlantique, Florence Artaud. Eh bien, il y a plein d'informations avec les grands skippers qui ont vraiment rythmé cette légende de la route du Rhum. C'est chez Albin Michel. Les derniers mots pour vous, Armelle. Vous allez vous mettre, vous l'avez dit, dans votre bulle. Le compte à rebours, je suis persuadé qu'il a commencé depuis longtemps pour être prêt à 13h02, à 13h01. Il y aura peut-être encore du monde avec vous dans le bateau. Ils vont sauter, vous laisser seul. La course, vous l'avez dit, c'est un sprint et elle se gagne dès maintenant. Hein. Oui, on dit souvent que 50% de la victoire se joue avant de partir. Donc aujourd'hui, j'espère que tout ce qu'on a pu faire avec toute mon équipe depuis plusieurs mois va répondre à cet objectif. J'en suis persuadé parce qu'ils ont énormément travaillé. Ils vont encore beaucoup travailler ces derniers jours à Saint-Malo pour peaufiner les détails, même si le bateau est prêt à partir, je vous rassure. Et puis oui, moi je vais essayer de me mettre un peu dans ma course, même si ça fait des semaines que j'y pense, ne vous inquiétez pas. Hein, j'ai un petit coin de la tête, ça fait un petit moment que j'ai cette route du Rhum comme objectif. Je crois que quasiment quelques semaines après mon naufrage en 2018, j'avais envie de revenir participer à cette course mythique, comme vous l'avez dit. C'est une course de légende et j'espère un jour pouvoir inscrire mon nom dans cette légende et pourquoi pas dès cette année. Et on sent que vous êtes revenu encore plus fort. Et je voudrais vraiment très sincèrement vous remercier, Armelle Lecléache. On va vous applaudir très fort pour ces moments que vous nous faites vivre. Merci beaucoup, skipper de ce très beau Maxi Banque Populaire 11. Merci au président de la région Bretagne, Loïc Chéné-Girard, Jean-Claude Nelson, merci Jean-Virgile Crans, et puis merci à Maurice, Hélène et Jean-Marie. On se retrouvera en Guadeloupe pour 2 TVR BPGO Business Club de l'autre côté de l'Atlantique, vraiment reçus par cette population qui est tellement accueillante et qui vous font toujours vivre des choses magnifiques. Merci Armelle Lecléache, encore bravo et puis à très vite. À très bientôt. Merci. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #La réussite est en vous.